Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de AGN où on commence. Donc on a eu des scénarios qui étaient pas trop mal, enfin des livres qui étaient pas trop mal, on a eu du bon, on a eu du mauvais. Et aujourd'hui on commence le très très mauvais avec Awakening Diablerie Mexico qui est vraiment pas bien du tout. C'est un dungeon crawler dans Vampire pour, vous l'avez deviné, diableriser un très vieux vampire. Le concept est stupide, l'exécution est encore plus conne. Mais allons-y sans tarder, puisque bah, il faut qu'on fasse tout, donc on n'a pas le choix. Il y aura du bon, il y aura du mauvais, des fois il y a du très très mauvais. Donc, Awakening, pour vous donner l'idée, Nigel Findley, donc on en a parlé, hein, c'était quelqu'un qui avait bossé sur Shadowrun, qui est mort assez jeune d'ailleurs. Donc on a toute une introduction sur un personnage qu'on va rencontrer qui s'appelle Pietre. Et Pietre est un diableriste très très méchant qui veut absolument réaliser un rituel qui s'appelle le rituel de la rose amère, dont on va parler dans pas très longtemps. On parle aussi de donc, l'arrivée de Rob Hatch dans l'équipe, qui est un mec assez important, notamment sur l'acquisition et les licences chez White Wolf. Et j'aime beaucoup, dédicace, ce livre est dédié à tous les personnages qui sont morts durant le test de cette partie de ce scénario. Et bah avec ça. Donc, le. Comment vous dire? Ce livre a deux idées. Il y a un scénario et il y a plus d'éléments sur la diablerie en soi. Donc on rappelle, le diablerie, c'est le fait de drainer un vampire, de choper un vampire, de le drainer jusqu'à la mort. Et quand il a plus de niveau de santé, quand il est mort, là on peut drainer son âme. C'est-à-dire que c'est une continuation. En fait, on continue à drainer du sang, mais concrètement, c'est la malédiction, c'est l'essence de ce vampire. Et en faisant ça, si on y arrive, on récupère une puissance incommensurable. Généralement, ça permet de baisser sa génération si le vampire est plus vieux que nous, et en plus d'obtenir des pouvoirs et une partie de son être. Et c'est la plus. Non seulement c'est un tabou qui est immense, mais c'est aussi la forme quasiment la plus poussée d'extase que peut ressentir un vampire. Donc il y a des gens qui poursuivent la diablerie pour des raisons purement pratiques, à savoir baisser sa génération, être plus fort, et comme ça. Parce qu'on rappelle aussi, hein, c'est si. Enfin, avoir une plus basse génération vous donne plein d'avantages, notamment, je crois, donc, bah, lancer plus de sorts, enfin, utiliser plus de discipline, avoir plus de points de sang, et j'en passe des meilleurs. Et du coup, par contre, ça a des effets, c'est sur votre aura. Les vampires, instinctivement, se doutent que vous avez fait de la diablerie et que s'ils font un coup de spex sur votre tronche, ils verront qu'il y a des rainures noires sur vous. Et ces rainures durent généralement plusieurs mois. Donc, il faut faire attention. Alors voilà, ça, je crois que c'est l'illustration qui résume parfaitement le scénar. Donc, vous avez votre gangrel, votre brouja et je sais pas quoi, le guide ou un pauvre trémère qui sait pas trop ce qu'il fout, avec un immense et très très méchant euh, a priori amérindien. Donc l'idée est la suite. Donc on va y revenir parce que là c'est pas trop la peine de commencer avec dans le concret. On commence avec un truc qui est peut-être la chose la plus intéressante du bouquin, c'est dire c'est une discussion sur la diablerie. Donc c'est poussé sur plusieurs pages sur l'acte de diableriser un vampire. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi les gens le font? Les avantages qu'on peut avoir et le procédé. Donc le procédé c'est extrêmement difficile puisque c'est déjà niveau 9. Des jets de force. Une fois que vous avez drainé un vampire, il faut faire un jet niveau 9 de force pour drainer à chaque fois son niveau. En fait, il a des niveaux supplémentaires et il faut qu'il dépasse un certain drain pour, une fois pour toutes, drainer le vampire. C'est ce qu'ils appellent drainer le feu, en fait, le feu intérieur. Et s'ils y arrivent, à ce moment-là, la diablerie est réussie. Et ils vont réussir à ce moment-là, enfin, ils vont pouvoir récupérer tous les avantages en fait liés à la diablerie. C'est aussi le moment où ils peuvent récupérer, bah, en drainant le sang, ils peuvent utiliser les points de sang en fait supplémentaires qui sont en train de drainer pour bah, augmenter leurs effets, se soigner. Ils peuvent même quasiment, je crois, soigner de l'aggravé. Mais bon, faut quand même diableriser quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est la fête du slip. Donc vous faites, c'est là où je pense ils sont un peu plantés parce qu'ils vous disent qu'il faut faire vous êtes obligé de faire un jet de contrôle de soi pour pas partir en frénésie, sinon vous devenez complètement fou. Mais il n'y a pas de perte d'humanité. Et je crois, ça me paraît aberrant, je pense qu'il faudrait que je vois au niveau du bouquin de base, si c'est le cas. Et moi j'étais sûr, enfin pour moi ça me semble évident que si vous drainez un autre vampire et que vous le bouffez, bah, à moins qu'il soit très basse humanité, enfin il y a forcément un jet d'humanité qui se fait, quoi. Mais bon, bref, a priori
Je me suis planté, je sais pas, je comprends pas trop l'idée. Mais par contre, c'est si vous faites des essais critiques, vous gagnez des dérangements mentaux assez violents, donc il faut faire assez attention. Mais bon, si vous en êtes là, concrètement, c'est parce que vous avez un objectif derrière la tête. Et évidemment, ce qui est cool, c'est que vous baissez de génération. Il y a donc le grand truc du scénar aussi, c'est qu'on vous dit normalement, il n'y a qu'un seul vampire qui peut drainer un autre et pratiquer la diablerie. Sauf que, c'est faux, puisqu'il y a un rituel, qui est le cœur du scénario, qui est complètement pété, qui s'appelle le rituel de la rose amère, qui a été créé par les Trémères, que quand la Camarilla a vu ça, elle a dit bah, ça peut être possible, puisqu'en gros, c'est logique, les Trémères l'ont utilisé pour essayer de baisser leur génération quand ils ont bouffé les salubris, pour avoir en fait des très très vieux vampires, parce que sinon en fait il y aurait juste, vu qu'ils sont tous devenus vampires de manière artificielle avec une potion les sept originaux, en gros ils ont fait une potion magique avec le sang d'un Timicé qui passait par là, mais le Timicé c'était un mec un peu aléatoire, on ne sait pas du tout. Donc ils ont dû forcément baisser leur génération pour être plus puissants et pour pouvoir se rapprocher de Tréméré lui-même qui avait drainé un antédiluvien. Donc lui, il passait automatiquement en troisième génération. Mais en tout cas, il fallait qu'ils trouvent un moyen de baisser leur génération. Et donc ils ont créé ce rituel. Et quand ils ont créé ce rituel qui permet à plusieurs personnes de pratiquer la diablerie en même temps, donc par un moyen magique, vous comprenez bien que la Camarilla dit wow, 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 ça va pas le faire, parce que normalement, rappelez-vous, la diablerie est interdite au niveau des traditions et donc dans la Camarilla. La diablerie même a provoqué beaucoup de soucis au niveau des Hassanites, qui passaient leur temps à bouffer les gens, et c'est pour ça qu'ils se sont pris une malédiction durant la création de la Camarilla. Donc ça rigole pas trop chez Camarilla avec la diablerie. En tout cas, officieusement, euh, on a des diableristes un peu partout. Et ce rituel a été perdu, paraît-il, au fond du fond du fond, sauf que, évidemment, au cours du scénario, vous allez le retrouver, parce que sinon, ça serait pas drôle. Donc voilà, on vous dit aussi qu'il y a il y a un autre, un autre effet aussi du rituel de la rose amère, c'est que ça vous permet potentiellement de stocker du sang de la personne que vous venez de bouffer. Ce qui permet en fait d'avoir des fioles de sang qui peuvent être utilisées, donc généralement du sang ancien très puissant, comme est conservé pour ad vitam aeternam. Ça semble débile, ça semble pas très intéressant finalement, parce que c'est juste un procédé alchimique bidon. On peut inventer n'importe quel rituel pour faire ça. Mais ça a son importance parce que, notamment dans la V5, une fois que disons, un certain antédiluvien va mourir durant le métaplot de la troisième édition, on y reviendra, donc la revised. Sauf que cet antédiluvien avait réussi à stocker son sang dans des fioles. Et la course pour récupérer son sang, puisque c'est du sang d'antédiluvien, donc c'est vraiment. Ça permet de rendre quelqu'un. C'est comme une bombe atomique, c'est extrêmement puissant. Même les Methuselah, les quatrième générations, adoraient mettre la main dessus. Et donc c'est un élément qui est assez. Enfin, c'est une sorte de MacGuffin qui est présent dans la V5. Et si vous jouez à la trilogie de jeux d'aventure, donc c'est pas vraiment des jeux, enfin c'est des jeux aussi, mais c'est des visual novels, quoi. Donc c'est juste des romans interactifs. Il y en a un donc c'est une série de jeux qui a été fait, c'est Drawdin Stance, je crois, qui laisse fait. C'est des Polonais qui ont fait les Power Washer après, donc des jeux, des jeux de simulation de Karcher. Ils ont fait donc cette trilogie de jeux qui se passe à New York, et le troisième opus, vous jouez une Ravnos qui commence à se faire rouler. Enfin, en gros, vous avez deux personnages à New York qui commencent à se faire rouler dans la farine par tout le monde. Il y a des chasses au sang qui sont lancés sur eux. Et cette jeune Ravnos, en fait, tombe sur la fiole de cet antédiluvien, et donc ça devient le MacGuffin de l'histoire. Bref, passons. Donc là, je vous disais les pouvoirs de guérison dont je vous parlais. Quand vous drainez quelqu'un, vous pouvez vous soigner, vous pouvez augmenter. Exactement comme les effets normaux d'utiliser le sang, mais vu que c'est le sang de quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Et évidemment, les conséquences. Si quelqu'un goûte votre sang avec la thaumaturgie, potentiellement, il peut savoir que vous êtes un diableriste. Vous avez une aura autour de votre enfin, l'Ospex permet de détecter au niveau de votre aura que quelque chose ne va pas. Et éventuellement, un autre vampire peut faire un jet d'humanité à côté de vous pour savoir que vous avez pratiqué la diablerie. Donc il y a quand même quelques moyens de savoir que vous avez bouffé un autre vampire. Sachant que la marque de la diablerie est permanente, mais par contre, elle peut disparaître, notamment via l'Ospex. Évidemment, il y a des règles contre la diablerie, parce que c'est très très mal vu. Parce qu'en gros, l'idée de la diablerie, évidemment, c'est ça, c'est que c'est le truc qui terrifie les anciens, parce que les jeunes se disent « Ah bah tiens, si je peux bouffer le mec... » En gros, on rappelle, hein,
le principe du vampire, c'est que c'est une organisation de prédateurs sociaux extrêmement dure et qui surtout n'a pas d'évolution en fait. Donc le seul moyen pour vous de prendre la tête de votre chef pour aller vite, c'est de le tuer. Parce que plus il vieillit, plus il est balèze, et il partira jamais, tout ce qu'il va faire, c'est renforcer sa position, et au fur et à mesure des siècles, les anciens deviennent de plus en plus paranoïaques. Et ils ont peut-être raison, puisque justement, donc les jeunes vampires n'ont qu'un objectif, enfin, disons, il y a plusieurs moyens de magouiller, mais un des moyens évidents, c'est de bouffer un ancien pour devenir plus balèze, prendre sa place, et évidemment, lui piquer ses pouvoirs. Parce qu'à ce moment-là, vous récupérez des disciplines supplémentaires, plein de choses, et ça vous rend extrêmement puissant, et c'est le seul moyen, en fait, de monter, entre parenthèses, dans la chaîne alimentaire vampirique. Même si, évidemment, c'est un immense tabou. Beaucoup l'ont pratiqué, et vous diront que c'est mal, mais en attendant, c'est un moyen comme un autre. On remarquera aussi, on en reparlera il y a un personnage très important dans le métaplot qui va se faire diableriser par un petit jeune, et ça, c'est pas indiqué à ce moment-là. Mais quand on vous dit qu'on dévore l'âme de quelqu'un, c'est pas complètement vrai. Mais je vais rien dire pour l'instant parce que c'est un élément qui est très important pour la fin de l'histoire. Ça va jusqu'à GN et bref, on en reparlera. Donc, ensuite, on arrive au scénar. Le scénar, le troisième chapitre, qui s'appelle le Wanderer, donc le vagabond, l'errant, va nous raconter l'histoire de notre ami Mathusalem qu'on va les bouffer. Donc, il était une fois un petit gars qui était un Indien qui vivait près de l'État de Washington, il y a très très longtemps, je sais plus, c'est au je crois qu'il est proche en fait ouais, un peu après la naissance de Jésus-Christ, pom pom pom, il vit tranquillement sa vie. Et un jour, il y a un étranger qui arrive, clairement qui est étrange et mystérieux, c'est un vampire, c'est un mort-vivant, mais il est assez cool, il est assez chill, il dit bon bah je pars. Et le gars devient donc notre personnage, Mitlan Tueklulch, lui, donc le vagabond, qui est encore humain, décide de le suivre. Il se perd dans la forêt, et là, il y a un ours qui arrive, qui lui défonce la tête, donc il se retrouve agonisant, attaqué par un ours. L'étranger, le vampire, est quand même assez cool, il arrive, et il lui dit, il se débarrasse de l'ours. Il dit, écoute mon pote, c'est simple, tu as deux choix. Soit tu meurs, soit tu vis. Mais si tu vis, il y a des conditions. Donc il est assez chill, on voit tout de suite que c'est un gangrel. Et à ce moment-là, donc le jeune homme dit, ok, tant pis, j'accepte. Et donc il devient un vampire. Il comprend qu'en fait sa tribu lui dit écoute Coco tu peux pas rester là, donc il commence à se barrer et il commence à faire, il perd le contrôle de 3 fois la frénésie, il one shot des pauvres gars qui sont là, comme vous voyez, des pauvres d'autres clans, d'autres natifs, et il se dit bon bah en fait maintenant tant que j'y suis autant me balader parce qu'il avait jamais rêvé, enfin quand il vivait il avait jamais rêvé de sortir de son village, et puis là il se dit bon bah je vais errer, d'où ce nom de vagabond. Il va rencontrer donc un peu plus tard, quand il va arriver un peu plus vers le Mexique, non, enfin, dans les États-Unis, il va rencontrer, donc je crois que ça c'est beaucoup plus tard, c'est vers le 16e siècle, enfin je sais plus. Il tombe sur des vampires qui lui disent ouais mais tu sais, donc il tombe sur d'autres vampires, il dit ah c'est quand même cool et tout, c'est sympa, mais il reste un peu de bisbis, il se dit bon j'ai pas envie de rester puisque évidemment il est gangrel, et que les gangrels aiment bien se balader. Il finit par arriver donc tout au sud, dans l'empire maya, si je ne dis pas de bêtises, et très rapidement les choses enveniment puisque les humains commencent à le vénérer comme un dieu. À ce moment-là, il y a un Nosferatu qui arrive, pom 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 pom, qui arrive d'Europe, et tu sais, il y a une grande guerre qui se prépare entre le bien et le mal. Et il faudrait que tu fasses partie du bon camp, pardon. Et le Nosferatu, et au moment donc le Métusalem se dit ouais, quand même, enfin j'ai bien aimé discuter avec toi, mais j'ai peur que tu me poses des problèmes, j'ai peur que tu ramènes tes potes, donc il le croque et il le diablerise. Donc c'est le premier, donc c'est l'acte de diablerie initial. Et il se dit ah zut c'est quand même, enfin il est très emmerdé parce qu'en fait il se retrouve à nouveau tout seul, il a juste des humains un peu débiles qui le vénèrent, et il se dit bon bah je vais essayer de me planquer et de faire ce que je peux pour améliorer la cité, pour vraiment endosser le rôle de dieu que me confèrent les humains. Donc il se fait construire une ziggourate, il essaye d'être aussi bon que possible avec les humains, et ça tombe même bien parce qu'il y a des lupins qui se pointent, alors là c'est tombé, il y a des garous qui se pointent et qui disent non mais en fait on va pas t'affronter, a priori t'es plutôt cool, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va protéger la ville, et toi tu essayes de rester le plus loin possible de nous, et normalement ça sent un bon deal. Donc c'est complètement débile. Et peu à peu, donc à cause de la diablerie, à cause de son isolation, de sa solitude,
le vagabond devient de plus en plus fou. Il, il a des prêtres qui l'agacent, ça le saoule, et il finit en fait, une fois que sa ville est parfaitement construite, il embrasse enfin, sa ville de Tsenzal, il transforme en vampire quelques paysans juste pour faire la nique à ses prêtres, et finalement il a un gros coup de blues comme pas mal de vampires, et il finit par dire bon bah tant pis je vais tomber en torpeur. Sauf qu'évidemment dans l'interstice, il a aussi, bah, tant qu'à faire, il a appris la thaumaturgie, il a fait un livre de sorts, enfin méga balèze, et donc techniquement, l'histoire commence, la cité et la ziggourate sont complètement perdues au fin fond du Mexique, près du Chiapas, et personne ne connaît la légende de ce vagabond, de qui il est. Il n'y a plus de village. Enfin, il y a un tout petit village, mais assez loin, qu'il est complètement oublié, mais il est dormant dans sa ziggourate. Il ne tient qu'à vous d'aller le bouffer. Donc il a des stats de porc, hein, je veux dire, il a quand même, il est censé être ses stats parce qu'il est endormi, mais il a quand même 600 force, 600 constitution, 5 en charisme, les disciplines allons-y gaiement, il a 600 de minimalisme, Protéane, bon, il est à 2, ça va, c'est cool. Il a 5 en thaumaturgie, hein, donc il a 4 en savoir des flammes, donc il peut vous envoyer des boules de feu dans la gueule. Vous contrôlez mentalement, enfin bref, voilà. Allons-y, hein. Mais il a 0 en humanité, mais bon, ça vous y attendiez un petit peu. Donc on arrive au scénar, comment, comment appliquer des nouveaux-nés très ambitieux pour leur dire, ah, tu sais, ce qui serait bien, c'est que tu quittes Chicago, ou Chicago, une ville des États-Unis, pour aller au Mexique, pour croquer un antédiluvien. Bonne chance. Donc on vous dit concrètement que peut-être qu'il y a certains des PNJ de Chicago by Night, notamment les anarches, disent ah mais tiens c'est super cool, il paraît, j'ai entendu une rumeur, il y a un professeur d'histoire qui a fait des études et qui potentiellement, en fait l'idée au début c'est qu'il tombe vous tombez sur un livre qui est un peu laissé par un diableriste on va retrouver assez rapidement, qui parle en fait d'un mythe justement d'un vampire qui est endormi, et ce serait une super occasion de le bouffer pour devenir très très puissant. Les PNJ enfin, vous pouvez choisir soit de mettre des PNJ comment dire, de Chicago by Night en compétition avec vous, ou juste dire bon en fait on n'a pas le courage, on a autre chose à faire. Donc vous rencontrez un archéologue humain qui dit bah oui effectivement, j'ai entendu parler de ce mythe, il serait, et puis il commence à vous dire où il pourrait être, il a quelques idées. Et à ce moment-là, en fait, évidemment, il y a un méchant vampire qui vous suit et qui l'assassine. Donc votre seule source disparaît. Sauf que c'est quand même cool, parce que les PJ s'aperçoivent qu'ils sont suivis par un type qui s'appelle Schaeffer, qui est plutôt sympa aussi, qui est un malcavien, mais c'est le bon malcavien, quoi. C'est le mec qui a une folie, qui est sympa. C'est une folie, il est obsédé par le savoir, par les bibliothèques, donc ça va, il est assez chill. Et il dit, ah mais vous savez, en fait, je venais voir l'humain, l'archéologue humain qui est mort, mais vous inquiétez pas, j'ai des choses qui pourraient vous intéresser. Donc il donne le Codex Damné, qui est le livre qu'a écrit en gros le Wanderer, donc le vagabond, qui est dans sa pyramide quand il était jeune. Et dedans, il y a notamment le rituel de la rose amère que les joueurs peuvent apprendre, qui va être très très pratique, comme ça ils pourront partager la diablerie entre eux. Donc Schaeffer est assez chill, il leur file un peu les dernières billes, la localisation, comment bosser et comment trouver en fait, simplement Tsenzal. Évidemment, il y a un méchant diableriste qui est derrière, qui va tuer Schaeffer. Donc les joueurs vont se dire, mais c'est quand même bizarre, il y a quelqu'un qui cherche, qui efface les traces après nous, qui s'appelle Piotr, qui a été défoncé complètement parce qu'en fait, il est déjà allé dans c'est ça qui est, c'est aberrant, mais il est déjà allé dans la pyramide. Il s'est fait défoncer il y a déjà quelques dizaines d'années par le Mathusalem en question. Donc en gros, il est déjà allé dans la pyramide. Il s'est fait taper la tête et il revient en se disant mais cette fois ce que je vais faire c'est que je vais mettre des gogos devant moi pour qu'ils ouvrent la voie et ainsi accéder à la pyramide. Sauf que tu te dis mais pourquoi diable t'irais chercher des nouveau-nés alors que tu pourrais aller chercher je sais pas moi, tu payes des narcos, tu payes enfin tu manipules les cartels, j'en sais rien, tu vois, mais c'est complètement débile. Bref. Vous arrivez à Tsenzal, donc dans la région du Yucatan, on vous explique que pour y aller, c'est un cauchemar. Donc déjà, on rappelle, hein, physiquement, les vampires, c'est très compliqué de bouger parce que il faut qu'ils trouvent un avion qui les amène de nuit pour les amener dans un tout petit aéroport au fin fond du Yucatan, si possible pas de jour parce que sinon ils crament. Ensuite, imaginons ils sont là, il faut maintenant qu'ils marchent à travers une jungle. Donc on nous dit, je sais plus, il y a 50 miles, hein, donc il faut plusieurs jours pour le faire, c'est quand même pas tout près, hein, c'est quand même quasiment 80 km. Il y a une température qui est absolument absconde, et là il y a un truc assez rigolo que je savais pas. Si la température est trop élevée chez les vampires, vu qu'ils n'ont pas de moyen de transpirer à part du sang, ils peuvent pas rafraîchir le corps, ce qui fait qu'en fait, c'est super bizarre, les vampires s'effondrent. En fait, ils s'endorment très facilement. Et donc en fait, quand ils ont trop chaud et que si vous n'arrivez pas à
à vous planquer de la chaleur, le vampire décide de faire un somme. Et donc, sauf qu'à chaque fois que vous faites un somme, bah déjà, le temps avance, mais à chaque fois, vous dépensez un point de sang. C'est cool. Bon, il y a des jaguars, hein, tant qu'à faire aussi. C'est un cauchemar. Avancer, c'est très compliqué. Il faut que vous ayez un guide, potentiellement une goule, parce que sinon vous êtes vraiment dans. Enfin, c'est mal barré, quoi, pour vous retrouver au fin fond du Yucatan. Ça me rappelle un peu, si vous avez vu Pluribus, il y a la série là, du mec of Better Call Saul. Il y a un type qui essaie de franchir à pied, je sais plus le col, vers le Panama. Bref, c'est un peu cette difficulté-là. Enfin, normalement, vous arrivez jusqu'à Tenzal, donc la cité endormie où il y a plusieurs pyramides, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a on a la grande pyramide et des petites pyramides à côté qui sont les pyramides des prêtres, qu'a fait enfin, où il n'y a pas grand-chose finalement, qui sont un peu en ruine. Vous arrivez à la pyramide centrale, avec cette fois l'historique si vous voulez. Imaginons que vous avez des nouveau-nés, des joueurs qui soient effectivement experts en archéologie, ça peut être utile, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc on vous explique grosso modo que le Wanderer, le vagabond possède il a créé des enfants qui le nourrissent, qui se planquent dans la pyramide. Donc tant qu'à faire, vous allez vous battre contre des enfants. La bonne nouvelle, par contre, c'est il est quand même assez cool. Il a utilisé un rituel qui leur fait, parce qu'il est quatrième génération, hein, je rappelle. Il a fait un truc assez cool, c'est qu'il a augmenté la génération artificiellement de tous ses enfants, ce qui fait qu'ils sont tous treizième génération, parce que lui, comme ça, il se nourrit sur eux, il est tranquille, et au moins, il sait qu'ils vont pas se. Parce que s'il les transformait, ils seraient automatiquement cinquième génération, donc très vieux, et eux aussi devraient se nourrir sur des vampires. Donc ça sert à rien. Donc il a créé des jeunes vampires, comme ça il peut s'en servir comme casse-dalle quand il se réveille. Et on tombe sur les lupins, donc évidemment il y a deux garous, il y a deux espèces d'amérindiens qui sont présents, qui sont en fait des garous, qui vont vous défoncer la gueule. On vous dit évidemment que, vu qu'ils sont un peu, au début, c'est de vous dire que vous vous barriez simplement, mais ça devient un peu bibi pécoyote. Ils font toutes sortes de pièges, ou Satanas et Diabolo, ils font des pièges débiles, ils vous font tomber des rochers dessus, avant même de vous attaquer, hein. Je veux dire, c'est comme des garous, donc ils pourraient vous tomber sur la tronche, après avoir fait quasiment 80 km, à travers une forêt dense, épaisse, affronter des jaguars, avoir transpiré du sang, être moitié mort, dire moi je suis Lupin, ça fait des générations que je suis dans le coin, je vous fous une baffe, vous êtes mort, hein, je calcule même pas. Mais non, donc eux ils sont assez cool, ils font des trucs à la Satanas et Diabolo, où ils vous posent des rochers, avant évidemment de vous affronter à la fin quand même, c'est sympa. J'aime beaucoup les tips, enfin les astuces pour les jouer. Vous parlez pas très bien anglais et vous détestez les vampires. Avec ça, on est bien. Enfin, vous rentrez dans la pyramide. Alors là, ça devient, bah, c'est du donjon, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Salle par salle, ça devient stupide. Ah oui, évidemment, vous pouvez faire des frenzies. Enfin, donc les frénésies sont beaucoup plus importantes. C'est plus facile de faire des frénésies, parce que vous avez peur, parce que vous êtes sous terre, tant qu'à faire. Donc vous rentrez, il y a une mosaïque qui est faite par des vampires qui décrit le vagabond. La mosaïque est hypnotique. Vous ratez vos jets de volonté, vous êtes hypnotisé par la. Vous êtes hypnotisé. Il y a des rats, quand même, quant à faire, que vous pouvez croquer pour vous récupérer un peu de sang. Il y a une grande fontaine avec du sang, mais la surface a plein de croûtes, donc c'est pas très utile. Vous arrivez dans la chambre des prêtres. Les prêtres sont morts depuis longtemps et ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été transformés en immortels par leur dieu. Donc il y a leurs fantômes qui arrivent. Il faut que vous vous débarrassiez faut brûler les corps, sinon les fantômes vont vous agresser et vont vous tuer. Ensuite, vous arrivez dans une pièce, il y a des fléchettes empoisonnées. Vous arrivez dans une salle avec une fontaine de sang qui vous permet de récupérer vos points. Il y a la goule de Piotr qui a été laissée là, qui est complètement folle et qui vous attaque. Vous arrivez dans la salle où les prêtres mettaient leurs robes. Il y a un miroir de test. Donc, grosso modo, dans le miroir, vous voyez votre forme, vous voyez la bête qui vit en vous. Si vous ratez votre jet, potentiellement, vous passez en frénésie. Et si vous faites un jet critique, vous perdez l'humanité, tant qu'à faire. Donc la salle, non, donc il y a une autre salle où il y a la goule. Et piège de feu, vous arrivez dans une pièce, il y a des caches qui tombent et le sol s'enflamme. La salle des miroirs, où il y a des miroirs, je sais même plus ce qu'ils font. Oui, c'est ça, il y a des miroirs, enfin il y a pas de méchanceté, mais en gros, le miroir est juste là pour vous voir, enfin pour que les autres vampires qui sont présents, donc les enfants du Méthusalem, vous voient arriver à distance. Dommage qu'ils n'aient pas de caméra. Ensuite, on a la fosse, donc il y a une grande fosse, vous arrivez, le sol s'ouvre, il y a des pics. Le sanctuaire d'amitié, donc il y a plein d'argent, il y a des millions de dollars en émeraude, en rubis. Si vous les prenez, vous prenez une malédiction. La malédiction fait que vous passez en frénésie, vous perdez de l'humanité, vous voulez tuer tout le monde. Super. Une autre salle pour mettre des robes, tant qu'à faire. Cette fois, il y a encore un foutu miroir. Dans le miroir, vous voyez en feu, donc frénésie. Ensuite, la crypte, vous descendez.
Il y a l'assistant, donc lui, le principal assistant du Wanderer, donc du Methusalem qui est là. Il se réveille, il vous attaque, il a une dague, la dague fait de la gravée. Une salle vide, vous rentrez dedans, il y a un vampire invisible qui vous butez. Couloir de feu, cette fois c'est un vrai couloir avec du feu partout, c'est génial. La salle du haut prêtre, donc il y a un prêtre qui est mort, il y a son fantôme qui sort, qui vous attaque. Il faut cramer le corps, sinon vous êtes mort. Par contre, il a un médaillon qui est indispensable pour ouvrir la porte finale. Vous descendez, ça y est, vous êtes au fond. Un couloir de peur, donc vous rentrez, vous entendez des hurlements qui vous terrifient, vous devez réussir un jet de peur. Si vous ratez, vous perdez de la. Je crois que ouais, si vous ratez votre jet de self-control, vous avez une malédiction permanente, je crois. En fait, je crois que c'est votre volonté qui baisse, ou. Enfin, c'est horrible. Non, ouais, vous perdez un point de courage permanent. Tant qu'à faire, hein. Sympa. Si vous réussissez, vous avez l'humanité temporaire. Super, ça va être super utile. La porte du jaguar, donc évidemment, vous ouvrez une belle porte en forme de jaguar. Un jaguar s'anime à côté en statue et vous attaque. Le jaguar est une goule. Il a bu du sang de Méthusalem, donc il est très très costaud. Et puis, tant qu'à faire, il peut rappeler l'assistant vampire si vous l'avez laissé tranquille. C'est plutôt cool. Donc sympa, un jaguar avec 5 de force, 5 de dextérité, 4 de stamina, qui, ouais, ça va, 4 en lutte, donc il fait assez mal. Il vous fait des griffes, il fait 7 de dégâts, hein, tant qu'à faire aussi, c'est sympa. Un petit storage, donc une salle de stockage où il n'y a pas grand chose, encore une fois. Le hall des sombres rêves. Encore une fois, vous avez des humiliations, des humiliations, vous vous rappelez du pire moment de votre vie. Ça fait beaucoup penser, c'est marrant, c'est un peu le prototype des Harrowing de Wraith. En gros, il y a des épreuves mentales quand vous jouez à Wraith, l'Oblivion, le néant. Potentiellement, vous avez une sorte de défi mental qui peut arriver où vous rejouez l'une des pires scènes de votre vie. Faut réussir. Si vous réussissez, vous gagnez des points temporaires de self-control. Si vous ratez, par contre, vous prenez des frenzies, voire des troubles mentaux permanents. C'est cool. Le hall des victimes, où vous avez, encore une fois... alors ça commence à faire beaucoup, j'avoue. C'est des ombres qui vous attaquent. Il y a un enfant qui vous regarde, qu'il faut bien gérer, parce que si vous ratez votre jet, ou si vous vous occupez pas bien de petit Grégory, vous perdez de l'humanité, vous commencez à commettre le speech, et enfin vous arrivez devant la porte du soleil noir, où vous devez mettre l'amulette que vous avez trouvée sur le grand prêtre pour ouvrir la porte. Attention, parce que si vous forcez la porte, on vous entend dans le sanctuaire du Méthusalem, et donc il peut se préparer pour vous casser la gueule. Vous ouvrez enfin la porte. Vous êtes dans la chambre intérieure de la pyramide. L'antédiluvien est en plus ou moins en torpeur. Enfin, il n'est pas en torpeur, mais il est à moitié éveillé. Il y a un de ses assistants qui donne du sang. Donc, si vous êtes assez furtif, que vous arrivez, vous pouvez juste surprendre l'assistant, le défoncer, et le Méthusalem se réveille. Donc, vous avez un round pour le tuer. Bonne chance. Sinon, ils sont tous les deux réveillés. Ils sont prêts à vous tomber sur la gueule. Voilà, voilà. Si vous le tuez, si vous arrivez à le tuer, le diablerisé, vous récupérez toutes les amulettes qu'il a sur lui, donc ça vous fait plein d'argent. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui, j'ai oublié de dire, s'il a le temps de se préparer, il se lance un bouclier magique, hein, sur le temps qu'à faire. Et il vous donne quand même la clé de sa salle de trésor, où vous avez encore plein d'argent, plein de choses. Donc je sais pas comment vous allez ramener ça à travers la jungle, mais bon, passons, hein. Et puis voilà, ouais, vous pouvez apprendre son sort de bouclier si vous voulez. Et donc, normalement, vous avez drainé le. Félicitations, vous avez drainé un Mathusalem, vous avez appris le rituel de la rose amère. On vous donne, dans la conclusion, ce qui est un peu con, ils auraient dû le faire avant, tous les liens avec Piotr. Donc en fait, Piotr aurait pu, donc le diablerise qui voulait vous suivre, il aurait pu le faire avant, plutôt qu'à la fin. C'est pas très malin, mais bon, passons. Et on a un petit teasing sur Loup-garou qui va sortir dans pas très longtemps, donc en août 92. Voilà, c'était super. C'était Diablerie au Mexique, qui est nul. C'est nul de chez nul, y a rien à sauver, c'est pourri. C'est un donjon pour vampires, quoi. Donc je vois même pas l'intérêt, même si vous avez envie de faire de la baston, même si je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que le premier scénario que j'ai jamais maîtrisé pour vampires quand j'avais 13 ans était mieux que ça, quoi. Et pourtant c'est fini
dans un labyrinthe sous le sanctuaire sous le sanctuaire du prince, et ça se finissait avec le prince qui fait du stop, des Vods qui attaquaient son, son sanctuaire, enfin bref, mais bon, c'est peut-être c'est peut-être le biais du survivant, je sais pas. Mais non, c'est vraiment pas terrible, quoi. Il y a vraiment rien. Les informations sur la diablerie, vous pouvez les retrouver dans le bouquin de base et dans plein de bouquins différents, où c'est beaucoup mieux fait. Je pense en Revised Edition, justement, la troisième édition, il y aura Les Péchés du Sang, qui est un très bon bouquin, justement, sur les conflits moraux. Mais là, c'est voilà, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment... Et puis on sent même que Tim Brooke, quand il a fait les illustrations au début avec les Scooby-Doo, le Scooby-Gang qui attaque celle-là, là, on sent que c'est vraiment un pastiche, on sent que c'est débile, que ça a aucun sens, que personne n'y croit. Enfin, c'est peut-être, je sais pas, c'était peut-être juste pour essayer d'attirer d'autres personnes. On rappelle aussi, hein, c'est pas bête, mais qu'il y avait cette volonté dans Vampire de ne pas faire juste un jeu d'horreur, hein, parce que les jeux d'horreur se vendent mal. Et donc on s'est dit, bah tiens, peut-être que en donnant des super pouvoirs aux vampires, c'est pas un bug, quoi. C'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient faire de base. Ils ont toujours voulu mettre des super pouvoirs aux vampires pour appâter un peu le chaland. Donc est-ce que l'idée, est-ce qu'à un moment, éditorialement, ils se sont dit, bah tiens, on va faire un dungeon crawling, parce qu'il y a forcément des gens qui veulent jouer à vampire sur le mode dungeon crawling. Je sais pas, mais vraiment, ça se taper la tête contre les murs, il n'y a rien à sauver, hein, c'est nul. Je l'ai acheté pour la gloire, mais non, vraiment, c'est pas. Et vous inquiétez pas, il y en aura un autre en seconde édition qui se passe en Angleterre, qui est aussi nul. Mais cette fois, vous pourrez croquer une ventru, je crois. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir parce que ça m'a suffi. Allez, salut!